Bienvenue sur le podcast Vilain Canard, le podcast où on parle de l'histoire des gens d'horizons très variés. Place à l'épisode du jour, c'est parti. Ok, donc c'est parti avec Greg qui est mon vilain canard aujourd'hui. Greg, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation, ça me fait vachement plaisir que tu sois là. Notamment parce que je te l'ai pas dit, mais c'est grâce à toi que j'ai découvert le monde des podcasts avec Parlotte avec Grégotte. Et Top. notamment l'épisode avec Aurélien Duhart, qui était juste Ouais. l'épisode d'anthologie quoi pour moi. Ouais. Je crois que je l'ai réécouté 3 fois honnêtement. Ah, c'est un de Et mes premiers, ouais. voilà, et franchement, bah voilà, ça fait plaisir d'avoir sur mon podcast la personne qui m'a initié à l'écoute des podcasts. Donc, Eh ben, écoute, ça me fait plaisir aussi de lancer des vocations comme ça. C'est une grande satisfaction pour moi. bon, bah c'est cool, c'est super cool. Écoute, on va commencer dans le vif du sujet. Est-ce que tout simplement tu peux me dire qui tu es? Qui je suis, c'est bien compliqué, ça, comme question. Eh oui. Je sais qu'il y en a qui travaillent bien leur réponse pour pouvoir dire tout de suite qui ils sont. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour moi de me définir. À la base, je suis avant tout un coach d'arts martiaux et de sport de combat. Et avec le temps, j'ai commencé à faire des vidéos de ça sur YouTube en 2006, à vendre des formations et tout. J'ai un club d'arts martiaux depuis 2002. Et puis bah là, on va dire pour des raisons de vie personnelle, d'être présent pour mes enfants et tout ça, de vie familiale, j'ai fait le choix d'arrêter les cours collectifs, de déménager. J'ai toujours mon club, voilà, que je dirige à distance. Et il y a toute une équipe au top de profs qui donnent des cours dans mon club. Mais moi, j'y suis plus, en tout cas au quotidien comme avant, j'y retourne régulièrement. Donc, je suis toujours prof d'arts martiaux. Je donne, là, tu vois, je te disais, j'étais un peu en retard parce que je donnais un cours particulier juste avant d'arriver. Donc, je continue à travers des cours particuliers, des stages. Voilà, je me suis beaucoup plus focalisé sur l'entraînement en ligne et notamment le plaisir, trouver du plaisir dans l'entraînement. Voilà. Yes, on en parlera du plaisir. C'est quoi les motivations qui t'ont poussé à te mettre au sport de combat et ou arts martiaux? Et quelles sont tes motivations aujourd'hui? Ouais. Alors ça, c'est une bonne question. C'est quelque chose qui évolue souvent, beaucoup avec le temps pour les pratiquants. J'ai pas eu, enfin, on va dire que c'est une motivation classique, mais c'est peut-être pas la plus fréquente. Il y en a beaucoup qui s'y mettent pour apprendre à se défendre. Moi, j'étais petit, j'étais très bagarreur. Donc, c'est même pas qu'on m'y a mis pour canaliser, c'est moi qui voulais en faire parce que je suis des années, enfin, je suis de je suis à 78, donc je suis des années 80. Donc, je regardais tout le temps les Bruce Lee, les Jackie Chan, après les Rocky et compagnie, tous les films d'action, de baston de l'époque et tout ça. Et donc, j'adorais la bagarre, les armes, les trucs de ce genre-là. Voilà, bah, j'ai eu envie de faire pareil, quoi. Yes. Est-ce que cet attrait pour la bagarre t'a causé des... Bon, moi, je t'ai déjà entendu sur plein de podcasts, Ouais. mais est-ce que ça t'a valu je sais pas, des choses dans la rue, des situations un peu inconfortables ou qui sortent un petit peu de la marge, on va dire? Ouais, j'ai eu plusieurs histoires regrettables, rien de dramatique, mais en fait, quand tu arrives pas bien à maîtriser ta colère, tes émotions et tout ça, tu vas réagir au quart de tour pour rien. Et donc, j'ai jamais été celui qui provoquait, on va dire. J'étais pas l'instigateur, mais par contre, je répondais assez facilement et rapidement aux provocations. Moi, j'ai grandi dans un quartier, voilà, un peu racaille, porte de Montreuil dans le 20e. Et bah, écoute, c'était facile d'avoir des provocations. Et Les puis mes occasions ne potes, manquaient pas. voilà. Et avec le temps, mes potes aussi savaient que enfin, c'est pas que j'avais pas, eux, peut-être ils pensaient que j'avais pas peur d'y aller. C'est pas que j'avais pas peur, mais c'est que souvent l'énervement prenait le dessus sur la peur et donc j'y allais. Donc quand il y avait une embrouille, on me mettait souvent devant. Voilà. Mais j'ai aussi des fois où je me suis retrouvé, je pense comme tout le monde,
euh, complètement un peu paralysé et tout. Je sais pas si je l'avais raconté cette histoire sur un podcast, mais j'ai un souvenir, un de mes pires souvenirs, on va dire. J'étais avec mon meilleur pote Ludo à l'époque, qui est toujours mon meilleur ami. Et donc on sortait du film Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Je sais pas quel âge on devait avoir, 12 ans, un truc comme ça. Et on rentrait chez nous à pied et on passe à côté de la cité Saint-Blaise et tout ça, où il y a souvent des mecs et tout. Et donc nous, on était chaud comme la braise, on avait vu un truc sur l'histoire de Bruce Lee et tout. Et il y a, je sais plus, deux, trois mecs beaucoup plus grands que nous, quoi, qui doivent avoir 16-17 ans, quoi. Quand t'as 11-12 ans ou même 13 ans, ça fait une grosse différence, 3 ans d'écart souvent. Et qui viennent nous embrouiller, qui voulaient nous, je sais plus, nous dépouiller, je sais pas trop quoi. Donc on a réussi à pas se faire dépouiller, mais je crois qu'on s'est pris des tartes dans la gueule et tout. Donc on est redescendu un peu de notre nuage parce on n'a pas fait les Bruce Lee du tout. Mais voilà, je pense que c'est le genre enfin moi c'est pas ça qui m'a motivé du tout. Je faisais déjà des arts martiaux à cette époque-là. À cette époque-là, j'en faisais plus. J'avais fait du karaté, puis j'avais arrêté. Après, j'ai fait beaucoup de natation. Mais je devais pas être loin de reprendre. Après, j'ai pas souvenir que ce soit ça qui m'ait donné envie d'en faire. Mais voilà. Donc ça, c'est on va dire la petite anecdote, pas forcément positive. Et puis Mm. voilà, il y a eu plein de fois des histoires où voilà où j'aurais pas dû répondre. Et puis bah ouais, j'ai répondu quoi. Tu regrettes d'avoir répondu ou tu te dis qu'au final la personne le méritait parce que elle cherchait les ennuis quoi. Souvent, c'est mérité, mais en fait, il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais moi, je place ça du côté de l'ego. Mm. Mais aujourd'hui, ma vision, c'est que c'est un échec de répondre à la provocation, et que ça demande plus de force mentale, et pas de force physique, mais de force mentale de ne pas répondre à une provocation que d'y répondre. C'est la facilité, en fait, en quelque sorte, parce que l'autre, s'il te provoque, ce qu'il attend de toi, c'est que tu réagisses. Donc, si tu réagis, tu lui donnes ce qu'il voulait obtenir. Même si derrière, tu lui fais payer, quelque part, il a quand même gagné parce que, voilà, il voulait Ouais. attirer ton attention, il voulait créer une réaction et tu lui as donné ce qu'il voulait. Mm. Donc, je peux dire que je regrette dans ce sens-là, mais je pense que de toute façon, c'est un cheminement qui se fait. C'est bien de l'avoir vécu. Euh, Comme ça, tu comprends bien l'intérêt de pas réagir comme ça, quoi. Ouais, carrément. Je me rappelle du débat notamment avec Greg MMA, où Ouais. vous parliez de ça, et lui, il était en mode bah non, si quelqu'un te cherche la noise, tu lui Mm. rentres dedans, et puis pas de pitié. Mm. Et toi, t'étais plus en mode ok, le mec le mérite peut-être, mais t'es son pantin, en fait, si tu réponds C'est ça. à son incentive, quoi. Donc, Ouais, mais je sais que ce podcast-là, je pense, c'est mon podcast, en tout cas sur YouTube, le plus regardé. Et il a beaucoup plu aussi parce que justement, il y a tout ce passage où on n'est pas d'accord. Et les ouais, gens, ils aiment bien quand on n'est pas d'accord. ouais, c'est clair. Après, pour en avoir parlé avec d'autres personnes et tout, des personnes assez sensées, bon, ouais, il y en a beaucoup qui disaient que c'était quand même une question d'ego. Mm. Voilà, ce type de réaction. Très mal alpha, quoi, tu vois. Mm. Et ouais, je maintiens ma position. Yes. Et même si je la comprends, parce que je l'ai vécu et que même encore aujourd'hui, enfin voilà, bien après cette discussion, j'ai eu d'autres histoires où j'ai fini par un peu m'énerver parce que les conditions étaient pas bonnes ce jour-là, ou c'était une accumulation de choses et tout. Donc, je Mm. dis pas que je suis à l'abri de ça, mais c'est souvent, comme je te disais, c'est plus pour moi une défaite Ouais. qu'un succès, même si c'est moi qui en sors gagnant. Voilà, je vis pas ça avec une grosse satisfaction, quoi. Ouais, carrément. Je suis plutôt d'accord avec toi pour le coup, dans le sens où la personne, ce qu'elle attend de toi, c'est que tu t'énerves et que tu rentres dans son jeu. Et dans ce sens-là, en fait, quand tu as répondu à sa tentative de faire de toi une marionnette, quoi, t'as perdu, quoi. Après, c'est sûr qu'il y a des personnes, t'as envie de les, de les remettre à leur place. Mais est-ce que ça vaut le coup? Et surtout, qu'est-ce qui peut se passer derrière? Parce qu'on sait Mm. jamais, t'as éclaté la gueule à quelqu'un. Après, est-ce Ouais. qu'il va pas appeler ses potes, etc. Et là, c'est pas du tout drôle, en fait. Oui, Enfin, c'est ça. clairement, c'est pas Moi, drôle. on a vécu des situations comme ça où je fais
ce que je dis qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire s'embrouiller dans le quartier où tu vis ou tout Mmh. ça, où les gens te connaissent, savent où t'habites et tout. Donc ça m'est arrivé. C'est vrai que ça peut te compliquer la vie pendant un certain temps, tu vois, et te retirer une certaine sérénité aussi. Donc Ouais. ouais, non, vaut mieux éviter. Voilà, vaut OK. mieux éviter. Et puis, au-delà de ça, tu as aussi les répercussions pénales. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est vachement plus procédurier, tu vois. Grave. On ne vit pas comme au. C'est pas le Far West, quoi, tu vois. Là, C'est même clair. si je regarde une série Yellowstone qui est un peu du Far West actuel, J'ai pas vu et encore, hein. avec Kevin Costner, j'adore cette série. Je Et, note. et bon, c'est clairement eux, ils en ont. Enfin, ils agissent encore comme des cow-boys, tu vois, en 2020, quoi, Mmh. 2021, 2022. Euh, mais des fois, tu te dis, bah, c'est cool en fait de pouvoir faire ça parce que quand t'as quelqu'un qui te fait chier, bah, tu lui fais savoir et puis on règle ça, quoi. Mais aujourd'hui, Mmh. ça se passe pas comme ça. En tout cas, pas en France. Et Mmh. C'est clair. donc, il faut réfléchir aux conséquences pénales, aux conséquences de sérénité de ton quotidien, et puis aux conséquences que ça peut avoir aussi psychologiquement. Les choses peuvent mal tourner, même si elles tournent à ton avantage, elles peuvent mal tourner pour l'autre, et parfois de vivre avec avoir blessé quelqu'un grièvement ou avoir laissé des traces et tout, ça peut aussi être quelque chose de pas facile à vivre. Ouais, carrément. Et je pense que les gens qui sont pas battus savent pas forcément ce que c'est. Enfin, moi perso, enfin, je me suis un petit peu battu malheureusement dans la rue. Je me rappelle d'ailleurs de la première baston au collège. On m'a dit après coup que c'était un collège un peu craignos, mais à l'époque je savais pas. Et je me rappelle de la première baston où tu sais, je faisais des sports de combat et tout, je me prenais pour un cake. Je me suis dit ça va bien se passer. Et je me suis mis à trembler, je voyais mal, je voyais flou, je voyais pas les coups venir et tout, mais je me suis dit mais je suis une merde en fait. Et c'est là que tu prends conscience de tout, tu sais, la vision périphérique qui part, tous ces trucs-là dont on parle. Et ça te remet un peu à ta place. Est-ce que toi, t'avais ça, t'en as parlé du fait que ça t'arrivait des fois d'avoir peur et tout. Est-ce que tu tremblais, ce genre de truc? Ou est-ce que t'étais tellement furieux que Ça tu rentrais dépend, dans le ouais. tas C'est très contextuel, ouais. En fait, j'avais plus ça quand j'avais pas eu le temps, ouais, de m'énerver assez, en fait, je pense. Ah ouais, ok. Je me rappelle d'une fois, plus j'étais avec ma mère, on sortait de. Je devais être. Je devais pas avoir encore 18 ans, je pense. On sortait du parking où était garée notre voiture, et c'était une sorte d'impasse qui menait au parking. Donc pour rejoindre la rue, il fallait passer par cette impasse. Et il y avait un camion des ménageurs, je sais pas trop quoi, qui était garé. Donc il y avait la place que pour une seule voiture. On pouvait pas sortir, quoi. Et le mec bah, a dit non, moi j'en ai pour 2 heures, je bouge pas, quoi. Nous, on avait quelque part où aller. Sympathique. Voilà. Et grosso modo, bah, le ton est monté. Moi, tu vois, j'étais quand même encore un gamin. J'avais ma mère en plus qui est à côté, qui voulait pas que je m'énerve et tout ça. Mais le mec était un vrai abruti, quoi. Et il est arrivé, il est avec une chaîne, a commencé à me menacer avec la chaîne et tout. Moi, j'étais prêt à y aller. Mais là, par contre, tu vois, je sentais les jambes un peu qui Ouais. flageolent, machin, tout ça, tu vois. Je m'étais énervé, mais j'étais pas. C'était pas un coup de sang, tu vois. Les, Oui. les fois où j'ai vraiment pas eu peur ou pas senti ça, c'est que c'est un coup de sang, boum, et t'y vas. Ouais, Quand ça, c'est un ça... truc des fois qui monte progressivement, justement, tu as le temps d'avoir ce truc qui monte progressivement et que ça va commencer à t'impacter voilà, sur ta vision, sur un peu ouais, des tremblements, des choses comme ça, quoi. Ouais, mais maintenant que tu le dis, je m'y retrouve, effectivement. Je pense que ton analyse est plutôt juste. Ouais. Après, il y a cette capacité aussi à ce que j'appelle le switch, c'est-à-dire à passer d'un état, t'es serein, t'es normal, à hop. Et là, ouais. Mm. Tu vois, enfin, j'ai raconté plusieurs fois cette histoire là, du chien, qui est le mec qui tapait sur son chien. Là, il Ouais. m'avait. Au moment où, en fait, il m'a trop énervé, enfin, j'ai eu aucune peur, il n'y a pas eu de. C'est rien. J'étais en mode, bon, bah, ok, j'y vais, ça y est, là, j'en ai marre, quoi. Ouais. Et, euh, et là, donc, ouais, non, là, je peux pas dire que j'ai eu peur, tu vois. Mais après, la peur, les gens, ils en parlent comme si c'était quelque chose de mauvais, d'inavouable et tout. Mais non, la peur, ça fait partie de la vie. C'est une émotion comme une autre.
voilà, il n'y a pas de honte à avoir peur, en fait. Carrément, c'est normal. Et par exemple, là, ce week-end, j'ai joué avec mon groupe sur une scène, une belle scène, machin. Donc là, c'est pas des arts martiaux, mais tu vas comprendre le rapport. Et Mm. avant de monter sur scène, bah, tu te chies dessus, en fait. T'es Bah oui, juste un humain et c'est normal. bah Et oui. même, ça sert dans le bon sens dans cet exemple-là. Parce que si t'as pas peur avant, en fait, tu vas être tout mou, tu vas faire de la mouisse, quoi. Ouais. Et là, tu peux t'en servir bah, comme un moteur. Mais tu vois, moi, ça me fait penser. J'ai assez rapidement arrêté. Enfin, je l'ai fait quand même pendant des années, mais tu sais, t'as le salon comment on appelle ça là, le truc des assos en début d'année, des associations Ouais, de je la sais ville, plus tu le sais. nom, mais. Bref, où nous on faisait une démo tous les ans et tout ça. Mm. Et donc on arrivait avec tous les profs du club et tout, et à chaque fois les profs ils disaient bon bah vas-y, c'est à toi de parler, c'est à toi de présenter le club, quoi. Pourtant enfin, je pense qu'à cette époque-là, j'ai quand même j'ai dû peut-être faire ça jusqu'à 2009, 2010, donc je peux dire que j'avais quand même déjà commencé les vidéos sur YouTube et tout. Mm. Mais alors ouais non, prendre le micro et aller devant les gens comme ça et parler tout ça, c'était un enfer. Il y a des fois où j'ai carrément demandé, je savais qu'il y en a qui étaient à l'aise, il y en a où je leur ai dit tiens vas-y fais-le pour moi. Mm. Ouais, je le sens pas, quoi, tu vois. En Bah plus, oui, t'as préparé ta démo, donc t'es plus faut pas que, voilà, tu te mets un peu dans ta bulle pour bien réussir ta démo et tout. T'es pas dans le trip, je prends la parole, je parle et tout, quoi. Ça ouais, fait un c'est peu ça. deux épreuves, quoi. Oui, oui, c'est ça. Il y a un côté vachement solennel, préparé et tout, qui est pas le même délire que Mm. de faire ça à l'intuition, entre guillemets. Mais oui, la prise de parole en public, c'est un vrai, un vrai problème pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, je pense que je suis plus à l'aise, mais quand même, c'est toujours un truc qui peut te faire un peu, qui peut te mettre bien la pression, ouais. Ouais, complètement, complètement. Ok, cool. Alors, quelles sont, selon toi, les vertus et éventuellement les vices, parce qu'on parle souvent des vertus des choses, mais pas forcément des vices ou des mauvais côtés, de la pratique d'un sport de combat ou d'arts martiaux. Et si tu n'arrives pas à répondre, juste en donnant ton exemple à toi, sur ton Mm. parcours, à ton avis, qu'est-ce que ça t'a apporté de bien et éventuellement de mal, Mhm. mais ça n'a pas forcément besoin d'être le cas. Ouais. Euh, alors les vertus, il y en a plein. On va dire déjà un peu sur les valeurs qu'on peut développer dans la pratique ouais, des arts martiaux, des sports de combat. Surtout, je trouve quand on fait ça pendant longtemps. Mais ça t'apprend à développer quand même une certaine force de caractère Mm. parce que d'une part, souvent ça fait mal, quoi. Ça peut faire mal. Tu peux recevoir des coups. Les entraînements peuvent être difficiles et douloureux. Et donc, bah, tu développes ce côté de pas abandonner et d'encaisser la douleur, que ce soit physique ou psychologique, voilà, que tu peux rencontrer régulièrement, tu vois. Mm. Gérer ouais, les peurs tu peux avoir des personnes, des partenaires qui sont intimidants, qui sont pas sympas, qui, voilà, donc voilà, je trouve ça déjà sur l'aspect au-delà des trucs classiques, le respect, la discipline, machin et tout. Ok, ouais, ça c'est bien, mais je trouve que voilà, moi, ce que j'en retire le plus, c'est ça, c'est un peu ça développe une certaine force de caractère. Ça apprend la valeur du travail, tu vois, il faut répéter pour y arriver, tu vois. Mm. Voilà, c'est pas instantané, donc tu peux apprendre à prendre goût au travail, à la besogne un peu, quoi. Mm. Ça, c'est des choses hyper importantes qui, je pense, font défaut à pas mal de personnes et sans faire le vieux réac et que j'ai l'impression que plus on avance dans le temps et moins c'est une valeur qu'on retrouve, voilà, chez les gens parce que, Mm. bah ouais, la société évolue un peu dans cette direction. On a tout rapidement, à volonté, comme on veut et tout ça. Donc, si tu te vas pas chercher d'autres contextes où tu vas pouvoir développer ça, tu t'auras pas ça en toi, quoi. Ça va pas venir avec ta vie souvent, sauf Carrément. si bah, tu as un boulot hyper dur, machin de ça. Bien sûr, tu vas pouvoir apprendre ça, mais justement, je trouve que c'est mieux de l'avoir appris avant d'arriver à ce stade-là, quoi. Si Ouais. tu as pu, dans ton enfance, dans ton adolescence, déjà commencer à comprendre ces choses-là, ce sera un peu plus facile pour toi
quand tu vas te retrouver dans ta vie d'adulte et si tu y es confronté, quoi. Donc ça, point de vue physique, hein, bien sûr, c'est, je pense, dans les pratiques sportives les plus complètes qui demandent le plus de qualité physique hétéroclite, quoi. Donc vraiment, contrairement à, il y a des sports, c'est pas que je trouve pas les autres sports bien, mais tu as des sports où tu vas vraiment travailler une facette. Là, il faut être Mmh. quand même souple, rapide, précis, puissant, endurant. Enfin voilà, faut réussir à réunir un peu toutes les qualités humaines, donc du Clairement. corps humain. Donc voilà, c'est quand même hyper intéressant. Après, bah, le côté négatif, c'est que c'est traumatisant, quoi. C'est quand même traumatisant. Ça dépend bien sûr comment tu pratiques. Ça dépend bah, quel coach tu vas avoir aussi, qui va bien t'orienter ou pas bien t'orienter. Mmh. Mais pour le coup, là, c'est commun à toutes les activités physiques. Mais si tu deviens mordu, tu vas vouloir en faire plus que de raison, en quelque Intéressant. sorte. Et c'est toujours une question de dose, quoi. Quand tu dépasses la dose recommandée, bah, il y a des effets négatifs, hein. Ouais, carrément. Si on a le temps, on parlera de ton expérience avec les blessures, Ouais. que ce soit pour toi ou pour tes élèves, parce que Mhm. c'est un sujet fâcheux, mais intéressant parce qu'on y passe Mhm. tous. Donc c'est bien d'avoir le retour des autres. Carrément. Et ouais, pendant ce que tu disais, tu m'as fait penser à ces gens pendant les cours qui. Alors moi, je suis un peu autiste. Quand on monte une technique, bah, je la bosse jusqu'à ce que le prof dise, bah, on passe à autre chose. Mais t'en as toujours un, tu tombes sur lui et il veut te parler en fait pendant le. Mhm. Et par parler, j'entends pas juste 3-4 phrases, j'entends la moitié du truc, il va te parler quoi. Ouais. Et tu es là, t'es putain, tu veux bosser Mhm. ta technique, puis tu peux pas, le mec il parle tout le temps. Ouais. Est-ce que c'est un truc. Est-ce que tu crois que c'est un truc qui a toujours été là ou c'est une facette de ce que tu expliquais, c'est-à-dire les gens qui veulent. Qui n'ont pas le goût du travail? Je Ou est-ce que pense tu que observes ça différemment? je pense que ça a toujours été là, mais je mettrais un bémol quand même, mais que ça s'est accentué. Après, Mmh. ça a toujours été là, peut-être dans les cours où c'était permis, quoi. C'est-à-dire que j'ai Ouais, vu des cours de karaté tradis où t'as pas le droit de parler, donc yes. bah, de facto, personne parle, quoi. Mmh. Tout est chronométré, millimétré, hyper. C'est très cadré, quoi, comme entraînement. Il y a pas de place à l'individu et donc bah là, il y a pas trop enfin, il y a les interactions qui sont autorisées et basta, quoi. Ouais, À côté de ça, bah, tu as des cours où c'est pas que c'est plus le bordel. Moi, mes cours, c'était un peu voilà, c'était un peu détente, mais c'est pour ça que les gens ils aimaient bien mes cours, notamment de Wing Chun où les gens avaient l'image d'un truc hyper tradi, puis tu arrivais, mmh. il y avait de la musique, les gens ils rigolaient, ils discutaient, alors tout en travaillant, tu vois? Parce qu'au Ouais, final, faut trouver, je pense, un juste milieu. C'est-à-dire que quand tu arrives à mettre du plaisir et du fun dans tes entraînements, c'est quand même plus sympa, tu vois? Après, faut pas que carrément. ça vienne empêcher le travail et le progrès, mais si tu peux progresser tout en kiffant ce que tu fais, et en prenant du plaisir et tout, bah, c'est encore mieux, tu vois? Carrément. Donc mais oui, Le tu as tout le temps moi, c'est pas tant que les gens, pas tant le fait qu'ils parlent qui me dérange, c'est le fait que, j'en ai vu pas mal quand même qui ont tendance à répéter 10 fois une technique et puis après, bah, ils s'arrêtent de s'entraîner, ils tapent la discute ou ils attendent la suite. Des fois, j'en voyais dans mes cours, les mains à la taille comme c'est ça, ça. en train d'attendre et je leur dis: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Il fait: «Bah, ça y est, j'ai répété». C'est ça que je voulais dire en fait. Moi je suis carrément OK pour qu'il y ait une bonne ambiance, même je Mmh, préfère, hein, c'est clair. Mais ouais, c'est le fait de: «Vas-y, j'ai fait 10 fois le truc, bah, maintenant c'est j'attends bon. quoi». Ouais, C'est con, alors que tu as du temps dédié pour mmh, t'améliorer sur un truc et tu passes la moitié de celui-ci à rien faire. ouais, C'est dommage quoi. Mais bah, bon, oui, oui, oui. Bon après, c'est quelque chose qui s'apprend aussi, hein, comme le reste. ouais, c'est clair. Heu, Ouais, c'est mais clair. oui et c'est des gens des fois qui ont pas une bonne, comment dire ça? Une bonne, conscience de leur corps ou de ce qu'ils arrivent à faire Mmh. parce que,
ils ont l'impression qu'en ayant répété 10 fois, ils le font bien. Alors, tu Ouais. pourrais avoir des surdoués, mais même si tu es surdoué, ça t'empêche pas de t'entraîner dur, normalement. Mmh. Mais surtout, quand je fais: «Ah ouais, t'as répété? Vas-y, bah, montre-moi» et puis souvent, c'est cata, quoi. Ouais, Donc, ouais. tu fais: «Bah, tu vois, t'as du boulot, donc pourquoi tu t'arrêtes?» Mmh. Et voilà, donc, c'est des gens qui ont l'impression de bien que 10 fois, ça leur a suffi, alors qu'ils sont pas particulièrement doués, mais Ouais. ils croient que, voilà, c'est Non, bon, mais 10 c'est fois, vrai, c'est tu bon. raison. Moi, je viens d'un background de arts martiaux un peu strict et tout, donc puis même la musique, j'en ai fait en conservatoire et tout, donc tu répètes, des millions de fois les Bah, trucs. la musique, c'est quand même le parfait exemple aussi, quoi. C'est clair. C'est, Ah bah, il y a plein de enfin, parallèles, hein. bah, oui, non, mais enfin, tu aucun, grand musicien, qui va avoir répété un accord 10 fois et se dire, «C'est bon», quoi. C'est clair, jamais de la vie. Enfin, non, ça n'existe pas, tu vois? Même les mecs genre Jimi Hendrix qu'on peut prendre pour des surdoués et c'était des surdoués, mais dans les interviews, ils disent tous, bah: «J'ai bossé, comme un malade, quoi». Ouais. Sans aucun Après, souci. l'avantage de la musique, c'est que tu as un feedback. Ouais. Soit ça sort bien, soit ça sort pas bien. Donc, Oui. peut-être que c'est ça aussi qui fait que les musiciens, tu en as pas trop qui vont dire: «Bah, c'est bon, j'ai répété 10 fois», parce que tu as répété 10 fois, ça sort toujours pas bien. Ouais. Bah, tu fais: «Non, en fait, il faut que je continue, j'y arrive toujours pas bien», tu vois? Ouais, ouais, Alors ouais. que parfois dans les arts martiaux, tu peux avoir l'illusion que tu le fais bien, quoi. Ouais, carrément et en disant ça, tu m'as fait penser à un parallèle que je viens d'avoir dans la tête là. C'est que quand tu bosses ton instrument tout seul et que tu entends ce que tu fais, ça serait un peu l'entraînement et le sparring, l'équivalent, ça serait quand tu t'enregistres et que tu t'écoutes. Mmh. Parce que c'est pas du tout la même chose. Des fois, tu as l'impression de faire un truc bien et Ouais. ensuite quand tu es dans le contexte, eh ben, tu te dis: «Bah, je suis une merde, en fait». Ça arrive très souvent en tant que musicien, tu crois que tu joues bien un truc, t'enregistres et tu fais: «Ah, il y a ça qui est pas bien, il y a ça qui est pas bien, il y a ça qui est pas bien». Ouais, bah, c'est pareil effectivement, le sparring, il y a des trucs que tu arrives à faire techniquement, soit avec partenaire, soit seul, sac, shadow et tout. Puis tu arrives en sparring et c'est une autre histoire, tu vois? C'est ça. Mais, bon, après c'est aussi voilà, on en parlera dans l'aspect plaisir, mais pour moi, il faut, démocratiser et autoriser la pratique des arts martiaux et des sports de combat, on va dire à but non combatif, pour pas dire à but non lucratif comme, les associations, mais à but non combatif. C'est-à-dire que même si tu pratiques un sport de combat qui est fait pour le combat, mais que toi ça t'attire pas le combat, mais par contre la pratique t'intéresse et t'en tires quelque chose, tu vois? Tous les bienfaits dont on a parlé et tout, ne viennent pas forcément, de par le combat, tu vois? Tu peux développer plein de choses et je trouve ça voilà, je trouve ça intéressant et ça peut même être, libérateur de se dire, «En fait, je m'en fous que ce soit, efficace, pas efficace, que je puisse le placer en combat ou pas. Je fais des trucs qui me font kiffer, je me challenge sur ma coordination, sur mes capacités physiques et peu importe que ce soit un truc, que j'arriverai à faire en combat derrière ou pas, quoi». Ouais, carrément. Bah, j'avais prévu de t'en parler de ça, un peu un boulgui-boulga de sujet, de la compétition Mmh. en sport de combat spécifiquement, Ouais. du plaisir. Ces 2 facettes-là, est-ce qu'elles sont forcément, antagonistes? Est-ce que tu peux prendre du plaisir tout en faisant de la compétition en sport de combat? Et tu as déjà répondu, hein, mais est-ce qu'on Mmh. peut prendre du plaisir sans faire de compétition en sport de combat? Ouais. Cette question-là est peut-être plus facile à répondre. Ouais. Mais voilà, qu'est-ce que c'est un petit peu ta vision sur tout ça en tant que pratiquant et en tant que personne qui a coaché plein d'élèves? Mmh. Voilà, c'est quoi un petit peu ta vision sur tout ça, la Et ouais, compète, le plaisir? j'ai emmené des élèves en compète. Moi, j'ai fait très peu de compètes, j'en ai fait un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. C'est pas quelque chose, dans lequel je m'épanouis parce que, je trouve que ça demande d'être, je l'ai dit plein de fois, mais ça demande d'être très égoïste, de se préparer pour des compétitions Mmh. et quand tu es dans l'enseignement, c'est tout l'inverse. Donc, il faut savoir se mettre de côté et voilà et mettre, bah, la priorité sur les autres et plus sur soi. Maintenant, la compétition, c'est quelque chose, je pense, de très personnel. Mais c'est vrai que dans la notion de plaisir, quand tu te prépares pour de la compète, il y en a que ça va vraiment aider parce que ça les fait, du coup, ça les fait prendre, au sérieux
leur entraînement et ils ont besoin de ça pour le prendre au sérieux. Voilà. Moi, j'ai jamais eu besoin de ça pour prendre mon entraînement au sérieux. Mmh. Donc, ils ont besoin, voilà, d'un objectif, d'une échéance pour se préparer, pour devenir meilleur et tout. Parfois sur une courte période. Mais tu vas devoir faire des choses qui sortent du cadre du loisir, te préparer physiquement, bah justement, peut-être répéter certaines choses beaucoup plus que d'habitude, voilà, Mmh. qui peuvent, je dis qui peuvent, c'est pas obligatoire, ça dépend vraiment de la personne, te retirer quand même une partie du plaisir, quoi. Il y a ça. Je sais que je prends l'exemple de ma femme qui, elle, a fait de la compète, et je l'ai amenée pas mal de fois en compète. OK. Et elle aimait le combat le jour de la compète. La préparation, ça allait, mais plus on se rapprochait et plus elle était stressée et OK. plus ça la bouffait, quoi. Et enfin ouais, c'était pas du tout agréable pour elle, quoi. Et c'est OK. notamment ça qui l'a poussée à arrêter, plus un peu bah, il y a une période où on a eu pas mal d'infos sur les traumas crâniens, sur ce que ça pouvait avoir comme effet sur le Mmh. cerveau. Plus tard, tu vois, tu le sens pas tout de suite et tout. Donc, bon, voilà, au bout d'un moment aussi, ça combiné que le stress voilà, la rongeait pas mal à l'approche de l'échéance. Et puis, bon, après, ça dépend des disciplines, mais le jour de la compète, souvent, c'est toujours pas toujours très bien organisé. Mmh. Tu te pèses hyper tôt, tu attends une journée entière. Des fois, tu te pèses à 8 heures pour combattre à 19 heures. L'enfer. C'est vraiment, voilà, c'est décourageant. Mmh. Et donc, c'est une journée que tu passes un peu à stresser et tout. Et Mmh. plus, voilà, bah, l'aspect quand même santé, longévité, avoir un cerveau qui continue à fonctionner correctement quand tu es plus vieux, c'est sympa aussi, quoi. Ouais, bah, c'est clair. Sur l'aspect du cerveau, j'avoue, c'est ça qui m'a fait arrêter le pied-point pendant 2 ans, je crois. Je m'étais mis à fond dans le JJB. Je m'y suis remis avec le MMA parce que le MMA, c'est ce que je veux faire depuis 10 ans, quoi. C'est pas depuis que c'est à la mode, ça fait Mmh. longtemps que je fais de la taille et du JJB. Alors, j'allais dans 2 clubs différents, enfin, un beau bordel. Et mais c'est vrai que cette question du cerveau, ça j'essaye de pas trop y penser et de me dire que le plaisir que je prends dans le MMA compense ça, mais je sais bien qu'au final, c'est pas le cas. Ouais, mais c'est un peu, c'est pareil, hein, c'est comme dans le football américain, si tu leur parles de CTE, là, donc tout ce qui est les traumas crâniens et tout, les dégâts sur le cerveau, c'est le tabou, tu vois. Mmh. Faut pas prononcer ces trois lettres, quoi. Mmh. Donc, que ce soit pour les militaires aussi, je regarde la série, j'adore les séries, moi. Je Yes. regarde SEAL Team aussi, et c'est pas mal abordé dedans. Et OK. ouais, c'est pas quelque chose dont on aime parler. Maintenant, ça dépend aussi de ce que tu fais, la fréquence à laquelle tu le fais Mmh. et comment tu te prépares, quoi. Si tu te prépares un peu comme un bœuf à faire des sparring au KO pendant des semaines et des semaines pour te préparer à combattre, c'est sûr que si tu fais ça pendant des années, il y a un moment où ça va pas être génial pour toi plus tard, quoi. Ouais. Maintenant, si t'entraînes et tu te prépares intelligemment en limitant les coups dans la tête dans ta préparation et que c'est juste le jour J du combat, bon, Ouais, il y a toujours le risque de prendre clairement. vraiment des mauvais coups le jour du combat, hein, mais ouais, déjà, ça diminue un peu les risques. Parce que en réalité, c'est pas toujours tant les combats en eux-mêmes qui font le plus de dégâts. C'est des fois plus la préparation et les sparring d'entraînement où tu en fais beaucoup plus que le combat du jour J, quoi. Ouais, carrément. Toi, tu es de quelle école? Enfin, j'ai ma petite idée, mais est-ce que tu es plus de l'école de pas faire beaucoup de sparring dur pour préparer un combat? Ou est-ce que tu es de l'école qui dit: «Ben non, il faut mieux faire des sparring durs pour s'habituer à ce qui va venir»? Alors, aujourd'hui, ouais, par rapport à ce que je dis, je suis plus dans l'école de faire des sparring légers, Ouais. beaucoup de sparring à thème, voilà, plein de choses. Maintenant, pendant des années, mais c'était justement avant d'avoir un peu toutes ces infos sur les impacts sur le cerveau, pendant des années avec mes élèves, dans mes cours de Wing Chun, on faisait du Wing Chun à la sauce MMA, donc
C'était l'époque du Pride. On faisait des rounds de 10 minutes et un premier round de 10 minutes, un round de 5 minutes. Euh, et on faisait donc avec des gants de MMA et des casques de protection, mais on faisait plein pot, quoi. Ok. Donc, ouais. J'avais eu pendant un moment, j'avais mis le cours de sparring plein pot le vendredi soir. Et à la fin, on finissait à être plus qu'un élève et moi à se taper sur la gueule pendant 1 heure et demie, quoi. Parce que c'était trop. C'était Ouais. trop, mais enfin, moi, j'ai commencé à enseigner assez jeune. Il y a des choses que tu apprends sur le tas. Quand tu es jeune, tu es aussi plus con, il faut dire ce qui est. Ouais. Et en tout cas, moi, c'était le cas. Et ouais, je me rappelle, ça m'arrive d'en reparler des fois avec des élèves de cette époque-là. Et des fois, bah, tu te tapais un mal de crâne pendant tout le week-end, quoi. Ouais. Ça... Donc c'était quand même pas génial. Donc j'ai fait les sparring durs. Il y a un côté fun, hein. Il y a un côté fun et il y a plus de danger. Donc il y a un enjeu un peu. Donc ça va te challenger différemment, tu vois, qu'un sparring léger. Mm. Mais est-ce que ça va te faire plus progresser? Ça te fera progresser pour moi peut-être sur la gestion justement du stress. Oui. Voilà, sur quelqu'un qui veut te dégommer la tête, Mm. mais ça te fera pas forcément mieux progresser sur le plan technique. J'ai même envie de dire, ça sera même un moins bon résultat, quoi, Ouais, je que suis de faire assez du d'accord parce sparring que léger ou à t'es thème. bridé. Ouais. Ouais. T'oses pas faire des trucs Eh oui, qui quand pourraient la t'améliorer. priorité c'est de pas te faire mettre KO, C'est ça. tout, tu t'exprimes moins techniquement, hein. C'est ça. T'es en mode survie et ouais, Ouais. carrément. Euh, pour revenir à l'aspect du plaisir, est-ce que tu penses qu'il y a trop de pratiquants qui veulent se lancer directement dans la compète, notamment si on parle du MMA là? C'est devenu hyper tendance, hein. Et donc, moi, je vois pas mal dans le club où je suis qui fait de la boxe thaï, du JJB depuis des années, machin. Donc, il y a une section MMA qui s'est montée. Et je vois pas mal de gens qui n'ont jamais fait de sport de combat avant et qui se mettent au MMA comme on pourrait se mettre au foot si j'abuse un peu, tu vois. Mmh. Et qui veulent direct faire de la compète. Ouais. Genre, je veux faire de la compète. Et d'ailleurs, c'est ceux-là qui comprennent pas le principe de sparring léger. Ouais. Ils sont directs, je donne plein pot et je me blesse au bout de 3 cours. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a trop de gens qui font ça et du coup qui tirent pas les bénéfices, le plaisir de cette pratique qui peut réellement faire beaucoup de bien, qui passent trop vite à l'étape Ouais. compète? C'est compliqué je peux pas te donner une réponse tranchée en fait parce Mm. que j'ai vu l'exemple de personnes qui ont commencé très vite la compétition et ça a produit des super résultats. Mm. Et j'ai vu aussi l'exemple de personnes qui en ont fait trop tôt, qui n'étaient pas prêtes et que ça a dégoûté en fait. Tu vois. Voilà, c'est ça. Donc ça peut avoir les deux effets. Mm. Euh, Maintenant, je pense que faut bien identifier pourquoi la personne a absolument envie de faire de la compète hyper vite. Faut être un peu aussi quand même lucide sur est-ce que c'est quelqu'un qui est doué, qui a la capacité au bout de quelques temps, de peu de temps de pratique de faire de la compète et que ça se passe pas de manière dramatique pour elle, quoi. Mm. Ouais, donc j'ai pas un vrai avis tranché en tout cas là-dessus. Mm. C'est en fonction de l'individu, quoi. Ouais, Voilà, c'est en ça fonction dépend de la de... personne, mais je vois quand même un intérêt à faire patienter les gens et les construire un minimum techniquement et tout. Déjà, j'aime bien je sais que voilà, il y a par exemple le prof de boxe thaï Noiri de mon club, lui, si tu veux faire de la compète, ça se mérite. Ok. Donc ça se mérite, ça veut dire qu'il va falloir que tu sois assidu au cours, que tu progresses et que tu prennes vraiment ton entraînement en sérieux, tu vois. Mm. Et ça, je trouve que c'est une bonne approche parce que Grave. ok, bah je comprends, tu as envie de faire de la compète, c'est tout. Bah d'abord, tu vas me démontrer que tu es vraiment sérieux et que tu es prêt à te dédier à ça et à Mm. te préparer sérieusement, quoi. Et après, on en parle, quoi. Ouais, c'est carrément une bonne approche et je pense que ce serait pas mal de l'avoir plus souvent au final. Moi, je sais que ma femme, elle voulait faire de la compète assez rapidement quand elle était. Alors, elle avait pratiqué d'autres choses avant, mais. Et le premier truc que je lui ai dit, c'est bah, t'es trop lourd, de toute façon, il faut que tu perdes au moins 5 kilos. Ok. Donc, bah, c'était déjà pour faire le tri. Genre, bon, ok, on va voir si t'es vraiment motivé. Yes. Donc, perds 5 kilos et on en parlera. Ouais, non, mais carrément. Donc, bon, c'était pas. Ça revient un peu au même à ce que je te disais sur le prof de boxe thaï, c'est-à-dire que
c'est que tu vas me prouver que bah, tu es sérieuse à propos de ça et que tu es prête à faire ce qu'il faut pour le faire bien, quoi. Carrément. Carrément, carrément. J'avais une petite question. À ton avis, c'est quoi l'importance du physique? Quand je dis physique, c'est le gabarit, hein, en gros. Hein. Mhm. Dans les sports de combat, tout ça, parce que on peut avoir un petit peu le cliché de, tu sais, la technique parfaite peut vaincre Mhm. le mec de 130 kilos ultra, ultra tanké, machin truc. Mhm. Quel est ton avis un petit peu sur ça? Alors cette question s'adresse surtout aux personnes non pratiquantes, je pense. Mhm. Voilà, c'est quoi un petit peu ton avis sur toi, sur ce sujet? À quel point le gabarit est important dans une confrontation, tout simplement? Alors, ça dépend vraiment du contexte. Si on parle confrontation self-défense, euh, il est quand même bien important, j'ai envie de dire. Maintenant, les techniques un peu vicieuses et tout Mm. peuvent compenser le gabarit, Mm. notamment même le fait d'être. Si tu as quelqu'un de costaud mais de complètement inexpérimenté et que toi, tu es quand même bien expérimenté avec un gabarit inférieur, tu vas voir les coups arriver plus facilement, tu vas être avoir des frappes plus incisives et donc tu feras peut-être plus mal au final que lui parce que moi j'ai eu Mm. plein de fois des gens qui étaient très costauds dans mes cours et quand tu les vois taper en fait bah c'est pas terrible du tout. Oui, même expérience, c'est assez étonnant d'ailleurs, tu Ouais, t'attends pas à ça. ouais. Donc Ah ouais. et du coup je voyais des gens qui étaient très largement inférieurs physiquement taper beaucoup plus fort qu'eux. Mm. Maintenant, il y a les facteurs stress, machin, tout ça dans la rue qui vont faire. Et puis, on sait que ça va souvent au sol aussi dans la rue. Mm. Dans les exceptions, quand même, justement, comme je parle de sol, le sol, c'est vraiment un domaine à part où qui laisse pas trop la part à l'improvisation. Là où tout le monde est capable de taper plus ou moins bien, mais tu as toujours la chance d'envoyer un coup qui va toucher, qui va faire vraiment mal, Mm. même si tu es nul. Au sol, il n'y a pas trop de hasard, tu vois. C'est Et clair. donc là, on sait qu'au sol, euh, même avec des gabarits très différents, et si la technique, il y a un vrai écart technique, la technique fait la différence. Ah, c'est clair. Debout, c'est beaucoup moins flagrant quand même. Ouais, ouais, bah, je suis complètement d'accord. Par expérience, c'est vrai que le sol, quand tu découvres, c'est un univers, C'est un une autre univers que dimension. je comprends pas du tout. Ah ouais, c'est une autre dimension. Ouais. Ouais. Euh, alors justement, tu as parlé un petit peu de self-défense, enfin de la rue, tout ça. Bon, c'est un grand classique comme sujet, mais j'aimerais bien qu'on en parle si ça te dérange pas trop. Tu as dû en parler 100 millions de fois dans ta vie, mais voilà, c'est un peu inévitable. Juste avoir ton opinion sur ta vue sur le sujet à l'instant T, là, Mhm. sur les sports de combat, les arts martiaux et ce qui peut se passer dans la rue, une agression, ce genre de choses. Ouais. Euh, voilà, sujet très vaste, mais qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis ça? Euh, Tiens, je vais te raconter une histoire pour illustrer un peu mon propos. Super. Euh, Donc moi, je fais mon style de départ, c'est quand même le Wing Chun, en tout cas celui que j'ai pratiqué le plus longtemps, que j'ai enseigné aussi le plus longtemps. Et je me rappelle, on sait que le Wing Chun en Allemagne, c'est extrêmement populaire. Il y en a qui disent qu'il y a un club de Wing Chun tous les 2 kilomètres, je sais pas quoi. Bref, il y a beaucoup de Wing Chun en Allemagne, et donc il y a Ok. beaucoup d'instructeurs et tout. Et une fois, il y a un mec, je crois que c'était un Français, mais qui vivait en Allemagne, qui est venu me voir dans mon club, qui me dit, ouais, moi, je suis instructeur Wing Chun, enfin Wing Chun, parce que c'est du Wing Chun beaucoup en Allemagne. Mm. J'enseigne à la police, il me parle de self-défense, que c'est hyper efficace, machin, tout ça. Et donc, il s'adresse à un prof de Wing Chun, tu vois, et je lui fais, ouais, écoute, moi, mon conseil principal pour la self-défense, c'est d'avoir une matraque télescopique sur soi, quoi. Et il me fait, mais comment ça? Je fais, non, je fais, enfin, dans la rue, je dis pas que le Wing Chun, ça va pas marcher, mais en fait, la plupart du temps, c'est des attaques surprises. En fait, je trouve que on prend un peu le problème à l'envers parce que quand tu regardes
comment ça se passe aujourd'hui, les gens, ce dont ils veulent se défendre la plupart du temps, c'est des agressions. Mm. Et pour moi, les arts martiaux, les sports de combat, ça peut t'aider à te défendre dans une embrouille. Mm. Alors la distinction, si elle n'est pas claire pour certains, c'est que une embrouille, souvent tu vas t'embrouiller avec une personne. C'est pas de la surprise, c'est une situation qui dégénère et qui peut aller jusqu'à une confrontation physique. L'agression, y en a qui vont venir te voir et te dire vas-y, donne-moi ton téléphone, machin et tout. Mais ça, moi, c'était un peu quand j'étais ado et tout ça. Aujourd'hui, ils te le demandent pas. Ils te le Malheureusement, prennent. Ils t'attaquent par surprise. Les vols de montres. J'ai un de mes anciens élèves et amis qui est spécialiste Rolex et tout ça, qui a une bijouterie de Rolex. Et il me raconte les histoires, les vols de Rolex, c'est violent, quoi. Ok. C'est ultra violent. Il a des gens qui reviennent, qui se sont fait taillader, machin et tout. Ah ouais. C'est hyper violent. Ils se mettent à 4-5. Ils cherchent même pas à juste prendre la montre. C'est d'abord, ils te défoncent la gueule. Et une fois que tu gises par terre dans ton sang, la gueule ouverte, ils te prennent ta montre, tu vois. Putain. Donc là-dedans, les arts martiaux, les sports de combat, je suis désolé hein, pour ceux qui y croient encore, mais ça n'aidera pas énormément. Ça peut te sauver un petit peu, d'avoir quelques réflexes, mais si tu es surpris que tu as commencé à prendre le premier et qu'ils sont à 4 ou 5 sur toi, tu vas pas faire grand-chose. Hein, c'est pas comme dans les films. Même si tu es costaud et tout, ils vont être armés, ils vont avoir des couteaux, ils vont avoir des cutters, ils vont avoir des barres de fer, je ne sais quoi. Donc, ouais, ma vue sur la self-défense, c'est que c'est beaucoup d'anticipation, d'observation, être vigilant. Donc, c'est tout ce que tu peux faire en amont pour éviter que ça se passe. Tu vois, j'ai plusieurs personnes que je connais bien, des amis de section dans la police, gendarmerie et compagnie, qui me racontent les histoires d'agression. Ils me disent des fois, on voit on voit les vidéos des agressions et les gens ne sont pas vigilants. T'es sur ton téléphone, assis dans ton métro ou dans ton train de banlieue ou je ne sais quoi, et tu vois plusieurs mecs ou un mec qui rentre avec sa capuche, le regard baissé, range ton téléphone. Arrête d'envoyer des messages ou de regarder ta vidéo. Grave. Juste, tu le laisses passer. Comme ça, c'est peut-être pas toi qui vas choisir comme victime, quoi. Tu vois, et c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais être voilà, vigilant, conscient de ce qui se passe autour de soi, sans que ce soit paranoïaque, mais juste, tu as un œil, tu regardes qui tu croises. Si, je sais pas, tu marches dans la rue, je sais pas, tu es à un endroit où il y a des vitres, des boutiques et tout, tu peux regarder de temps en temps pour voir qui y a derrière toi, tu vois, discrètement. Voilà, en tout cas, moi, c'est des choses que j'ai l'habitude de faire depuis que je suis ado, vu que j'étais dans un quartier un peu racailleux, tu sortais pas comme ça. Tu guettes. Ouais, voilà. Donc, ce serait plus ça mes conseils, mais tu vois, et je m'entends très bien et j'apprécie le travail technique de plein de personnes qui font des cours de self-défense. J'ai moi-même créé mon propre système de self-défense qui s'appelait le MAD, où je trouve qu'il y a des trucs très bien et tout, mais au final, après réflexion, c'est pour des embrouilles, une situation qui dégénère, mais ça va pas trop fonctionner, je pense. Je peux me tromper, hein, mais je pense que ça a peu de chances de fonctionner pour les agressions comme elles sont faites aujourd'hui, quoi. Même là, genre, je parlais l'autre fois encore avec un coach de mon club. Moi, je regarde jamais les infos, les trucs et tout. Il me dit en ce moment, il y a plein d'agressions au couteau, quoi. Des petits jeunes, hein, des 16 ans, 17 ans qui plantent des gens, quoi. C'est ce que j'entends aussi. Et tu vois, ton point de vue est hyper intéressant. J'ai bien fait de poser la question parce que même si c'est une question ultra cliché, ultra vue et revue, bah, c'est cool d'avoir ton avis à l'instant T. Notamment la distinction entre embrouille et agression. Je pense que il y a beaucoup de gens qui font pas cette distinction et ça va peut-être ouvrir des pistes de réflexion. Et J'avais puis, parlé une fois avec Pank, donc, qui est justement le coach de jiu-jitsu brésilien de mon club, avec qui me parlait des agressions de couteau. Et lui, bon, c'est un pratiquant hyper complet qui a fait énormément de choses et tout, très bagarreur. Lui qui est le premier qui est dans la rue, qui est toujours prêt à se battre aussi. Mais une fois, on avait fait un podcast il y a longtemps, un peu sur un peu le mythe de la ceinture noire ou du prof d'arts martiaux, tu vois. Que les gens, ils vont croire que parce que t'es prof ou que t'as une ceinture noire, bah, que tu peux affronter 10 mecs dans la rue, quoi. c'est ça, Et ça, faut arrêter. Hein. on est d'accord. Faut arrêter d'y croire. Et c'est aussi ce qui a renforcé mon approche actuelle, qui est centrée plus sur le plaisir de la pratique.
parce que, ouais, je trouve que si tu viens pour apprendre à te défendre des agressions, tu viens pas pour, enfin, t'auras pas ce que tu trouves, tu auras peut-être l'illusion de, Mmh. mais c'est pas une bonne raison pour pratiquer pour moi les arts martiaux, les sports de combat en 2022, bientôt en 2023, quoi. Eh ben bam, ça c'est dit, c'est très clair et ça fait plaisir d'entendre des choses qui sont, à mon humble avis, sensées. Merci. Donc, on a parlé tout à l'heure un petit peu des blessures. J'aimerais bien avoir un peu ton, comment, pas ton rapport, mais ton histoire avec les blessures et comment tu les gères, parce que c'est un truc assez chiant, hein, on Mmh. va pas se mentir. Moi, par exemple, j'ai une vieille blessure à la hanche gauche. J'ai eu une arthroscopie, donc je peux toujours pratiquer et tout, mais j'ai boité pendant plusieurs mois. Puis j'ai fait n'importe comment, enfin, la rééduque était nulle, enfin, j'ai tout mal géré. J'étais jeune. Et j'ai essayé plein de trucs, hein, des trucs les plus farfelus au plus terre à terre. Mmh. Il y a du mieux, mais je ne retrouverai, je pense, jamais ma hanche d'avant. Et c'est pas être défaitiste de dire ça. Toi, quelles sont tes expériences avec les blessures et comment tu les as gérées de Ouais. façon générale? Eh ben, écoute, tu vois, on a un point commun parce que moi, j'ai eu une arthroscopie à la hanche gauche aussi, Ah, je savais pas que c'était une arthroscopie. Je t'avais ouais. entendu parler de ta hanche, mais Ouais, bah, mais c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2005, donc je devais avoir ouais, 26-27 ans. ah ouais, non. Hem et donc j'ai eu le déchirure du labrum en fait, qui a été retiré en arthroscopie. Mmh. J'ai Tu me parles de rééducation, moi on m'a pas parlé de rééducation à l'époque, Ah bah, au moins c'est 2005. réglé. Le chirurgien m'a dit: «Bah, vous marchez pas pendant 2 semaines, enfin vous marchez pas plus de 5 minutes pendant 2 semaines, vous reprenez progressivement, puis après, bah, si vous savez nager, vous pouvez faire un peu de natation». Bah, Donc comme j'avais merci. fait beaucoup de natation, bah, j'ai été faire de la natation. On va dire que je me suis fait ma rééducation un peu moi-même comme ça. Mmh. En plus, 2005, YouTube, ça a commencé en 2006, donc et Ouais, puis en 2006, c'était, des vidéos de chats et des pranks et des trucs comme ça. ouais. Plus moi qui a commencé quand même à faire des trucs un peu, j'ai commencé par des clips, pas par des tutos, des Mmh. clips d'entraînement. Mmh. Mais donc où tu trouvais pas, voilà, l'accès à l'information, ça n'avait absolument rien à voir. Ça s'est C'est tellement clair. développé et accéléré aujourd'hui. Donc, bah, j'ai fait mes recherches, j'ai été chercher, un peu sur les références américaines à l'époque aussi. J'ai commandé des CD, des trucs, des enfin 2005, non, j'étais au DVD. Donc DVD, des fois, c'était des CD que tu lisais sur ton ordi, des trucs comme ça, des bouquins et compagnie. Je pense que j'ai eu mon premier rouleau de massage pas longtemps après, du coup, mon opération, donc à une époque où personne savait ce que c'était en France. Est-ce que tu as découvert le travail de Christophe Cario après ton opération comme moi ou pas du tout? Moi, je l'ai découvert beaucoup plus tard. J'avais une fois une embrouille avec Christophe. Là, on avait fait un podcast il y a pas longtemps Qui était ensemble. génial d'ailleurs. Ouais, écoute, J'invite merci. à l'écouter. Mais on s'est pas parlé pendant un petit bout de temps parce qu'en fait, on a eu une embrouille, pas directement forcément entre nous, mais avec sa communauté où OK. il y a des moments, j'avais fait des vidéos justement sur la mobilité, les automassages, du travail avec élastique et tout. On est venu m'accuser de plagiat. J'avais Ah même ouais. été, là, j'avais même publié la facture de mon premier rouleau, justement, qui venait des États-Unis, que j'avais dû payer une blinde, avec les frais de douane et tout. Et je crois que c'était, ouais, quelque chose comme 2006. Donc non, en fait, j'ai découvert plus tard ce qu'il faisait. OK. Euh, Au départ, en plus, il était plus sur les trucs. Il avait un super bouquin, je crois, sur les abdos, les trucs comme ça, Oui, sur la sculptez vos abdos. souplesse. Ouais, sculpter les abdos. Après, je crois qu'il y avait des trucs sur la souplesse, tout ça, mais c'était Oui. pas. On n'était pas encore sur tout ce qui était automassage et compagnie. Ouais. Donc de toute façon, la première fois qu'on s'était parlé, on avait un peu les mêmes sources américaines et tout ça. Mmh. Lui, il avait même fait le voyage. Il avait été s'entraîner là-bas, donc il avait été encore plus loin que moi là-dedans. Mais ouais, j'ai essayé de. Forcément, quand tu as une blessure comme ça, bah, ça te pousse à chercher des solutions, à Mmh. comprendre pourquoi et comment c'est arrivé. Donc, pourquoi et comment c'est arrivé, bah, parce que je voulais faire comme Jean-Claude Van Damme, donc je suis allé chez le prof de Van Damme. Et puis bah, Ah là-bas, oui, c'est c'est vrai. les méthodes
de bourrin, quoi, pour te faire le grand écart. Sauf que bah, je savais pas qu'à l'époque, on te disait, mais si tout le monde peut faire le grand écart, bah, en fait, non, tout le monde peut faire l'écart latéral, mais pas le facial. Parce que tu peux avoir l'effet de cam où en fait tu as un conflit, le conflit là, de hanche où tu arrives, j'arrive jamais à redire le nom, c'est acétocellulaire ou un truc comme ça. Bref, ça vient frotter et c'est comme ça que je me suis déchiré le labrum. Hmm. Mais j'ai bien récupéré. J'ai refait beaucoup d'étirements et tout, j'ai renforcé, j'ai massé. C'est quelque chose que j'ai maintenu pendant un bon bout de temps, jusqu'en 2017, où j'avais attaqué un programme de musculation plus régulier. J'ai toujours fait de la prépa physique, mais rarement vraiment de la muscu pure pendant longtemps. Ça finissait toujours par me saouler, en fait. Et Ok. là, bah, je voulais, je sais pas si c'est l'effet Instagram de voir tous les mecs tanker Hmm. et tout. Je me suis dit, bon, vas-y, moi aussi, je veux y arriver. Et Yes. donc, je me suis mis à m'entraîner plus. J'avais un coach, voilà, j'avais pris Rudy Koya à l'époque en coach à distance et Ah, tout. bah tiens, le monde est petit, moi aussi. Enfin, après, il Et est très connu, mais. ouais. Et donc, je me suis mis à fond là-dedans. J'avais commencé tout seul. Après, j'ai eu Rudy Koya et tout. Et au fur et à mesure, bah, déjà, c'est les séances que m'avait fait Rudy. C'est pas qu'elles étaient pas bien, mais c'était quand même longues. Hmm. Souvent, avec l'échauffement, tout ça, ça me prenait 1 heure et demie. Ça me vidait Ouais. bien. Et donc, bah, j'ai commencé à faire beaucoup moins de travail de mobilité, d'automassage et tout. Et avec le temps, j'ai commencé à avoir une accumulation de tension à gauche, donc là où j'avais été opéré, alors que tout allait bien depuis 2005, quoi. Hmm. Et progressivement, bah, j'ai vraiment des douleurs qui se sont installées et qui sont devenues de plus en plus invalidantes avec le temps, quoi. Là, je commence à m'en sortir et à aller mieux, mais grosso modo, ça a été progressif, hein. Donc j'ai commencé en 2017 la muscu plus sérieusement. C'est pas venu tout de suite. C'est 2019, juste avant mon dernier fight camp, c'était avant le Covid. Hmm. Euh, j'ai commencé à avoir vraiment mal à côté gauche quand je frappais avec la jambe gauche, donc sur devant les fléchisseurs et tout ça. Hmm. Et ensuite, j'ai commencé à avoir mal quand je frappais à la jambe droite parce que je pivotais sur la jambe gauche et j'avais Oui. mal derrière, donc plutôt une douleur sciatique. Donc Ah, j'avais les d'accord. deux. C'est-à-dire j'avais mal quand je frappais à gauche, j'avais mal devant. Quand je frappais à droite, j'avais un coup de jus que je me prenais derrière. Ok, je vois. Et après, bah, ça a fini par impacter même la marche. Il y a des périodes où je pouvais plus marcher 10 minutes, quoi. Au Ah, bout de j'ai eu 10 ça. minutes, J'ai je eu ça aussi. boitais, j'avais trop mal, j'étais obligé de faire des pauses et tout. J'avais essayé tout ce que je pouvais. J'ai vu des dizaines et des dizaines de kinés, chiro, ostéo, masseurs, machin. J'ai fait un peu toutes les méthodes que je connaissais, et pourtant j'en ai fait beaucoup. Enfin, voilà, j'ai suivi pas mal de formations. J'étais instructeur dans différentes méthodes de mobilité et tout, euh, et j'arrivais pas à avoir de résultats. Après, ce qui m'a aidé dernièrement, euh, alors j'avais, je pense, une sciatique. Hmm. Et donc, j'allais voir les gens, je leur disais, j'ai une douleur type sciatique, mais comme ils voyaient que j'avais de l'arthrose, parce qu'il y a un endroit, j'ai quasiment vraiment plus de cartilage et tout Hmm. sur la hanche, bah, en fait, ils ignoraient un peu l'aspect sciatique. Donc, Ah oui. en regardant des vidéos sur YouTube, j'ai vu les mouvements neurodynamiques qu'on peut faire pour la Oui. sciatique. J'ai fait ça très rapidement, ça m'a soulagé le côté sciatique, mais j'avais quand même encore d'autres douleurs ailleurs. Je pense que mes douleurs, c'est pas un problème, c'est Hmm. une accumulation de plusieurs problèmes dans la région. Hmm. Et après, en fait, j'ai continué à essayer des nouvelles méthodes, parce qu'en fait, bon, toi, tu vois, là, c'est là où je te dirais, tu t'es résigné à dire, je ne retrouverai pas ma hanche. Moi, je me refuse à me dire ça. Ouais. Je me dis, cette bonne vieille phrase, il y a que ceux qui n'abandonnent pas qui finissent par y arriver, grosso modo. Oui. C'est que, voilà, si tu arrêtes, tu es sûr que tu n'y arriveras pas. Si Ouais. tu continues, tu n'es pas garanti d'y arriver, mais tu as toujours une chance. Hmm. Et Mais je là, continue malgré tout. oui, bon, voilà. Mais sans y croire, mais je continue. Il faut y croire. Mais Euh, ceci dit, il y a quand même des choses qui font du bien. Je veux rassurer les auditeurs. ouais. C'est vrai que j'ai été assez défaitiste dans ma façon d'annoncer le truc. Mais il y a quand même des trucs de mobilité, etc., qui clairement améliorent la situation, euh, Ouais. qui font du bien, quoi. Ouais. Et là, ben moi, en fait, il y a deux choses qui m'ont beaucoup aidé.
une chose en fait que beaucoup de gens ne sont pas trop prêts à entendre. OK. La première, c'est mes douleurs, elles ont commencé à peu près, enfin vraiment à s'intensifier, ou non, vraiment, ouais, les douleurs ont commencé 7-8 mois après la naissance de ma première fille. OK. Donc moi, j'avais pas fait du tout de lien avec ça. Mmh. Et comme je te disais, forcément, quand tu trouves pas de solution, tu cherches. Et donc, il y a des moments, tu cherches ailleurs aussi. Tu sors un peu des sentiers battus. Mmh. Et je suis tombé donc sur le travail d'un docteur américain qui s'appelle le docteur Sarno, OK. Sarno pour ceux qui veulent regarder, qui est mort il n'y a pas très longtemps, je crois, qui est mort OK. assez vieux, et un petit monsieur très intéressant, et donc qui, lui, il appelle ça en anglais le mind-body connection, Mmh. et il t'explique que pour lui, de son expérience, parce il a fait 50 ans de médecine, Mmh. à recevoir les gens pour leurs douleurs et tout ça, qu'il y a énormément, énormément de douleurs qui sont psychosomatiques en quelque sorte, quoi. Mmh. C'est-à-dire que lui, il appelle ça la rage. Qu'on peut développer une sorte de rage intérieure, mais inconsciente. Mmh. On refoule plein de choses, des choses qu'on ne veut pas s'avouer, des choses qui sont pas acceptables par la société et tout ça. Que ces choses-là, en fait, ton corps, en fait, il va les encaisser, et de ça va y avoir de la tension qui va se créer dans le corps, et que la tension va amener de la douleur. Et voilà. Mais qu'il y a une vraie tension physique qui se développe, qu'il y a souvent même un afflux sanguin qui va diminuer dans la zone douloureuse. Et Mmh. que souvent, si tu as des douleurs antérieures, des accidents et tout, pour, c'est un côté sournois, quoi, pour pas être démasqué, ça va aller aux endroits où tu t'étais blessé avant, pour que tu te OK. dises, ok, bah en fait, c'est normal, j'ai eu mon opération en 2005, bon, bah maintenant, c'est ça qui me rattrape 15 ans ou 14 ans plus tard, et voilà, Mmh. c'est ça. Et donc, en fait, lui, il appelle ça la thérapie de la connaissance, c'est que juste, la plupart du temps, faut juste le réaliser, le comprendre, et que rapidement, après ça, il y a des gens pour qui c'est miraculeux, et ça fait une sorte de déclic, et tout de suite, leurs douleurs s'en vont. D'autres, ça prend plusieurs mois. Mais en fait, il t'explique que l'arthrose, il y a plein de gens qui ont de l'arthrose, ils n'ont aucune douleur, ils l'ont vu, Mmh. ça, il y a eu des vrais Ouais. tests là-dessus. Ouais. Il y a plein de gens qui ont des hernies discales, enfin, tout un tas de pathologies, et Mmh. qui n'ont aucune douleur, et que la plupart du temps, bah, en fait, les médecins cherchent une explication à la douleur, ils trouvent un truc, ils disent, ah bah voilà, c'est ça. Mmh. Mais en fait, selon lui, hein, donc après, chacun pourra faire sa propre expérience. C'est vrai, c'est plutôt en général quelque chose d'ordre psychologique qui existe. Hein, donc il le Mmh. dit, la tension est réelle, la douleur est réelle. C'est pas une douleur qui est dans ta tête, Ouais. mais c'est le fait de refouler qui fait que ton corps crée cette tension et crée cette douleur qui est réelle, qui est physique, et qu'on peut palper, quoi. Mais et là où ça m'a encore plus convaincu, c'est qu'il explique que souvent, si tu te blesses ailleurs pendant que tu as ces douleurs, tu vas cesser d'avoir mal là où tu avais mal avant. Ah Et oui. rétrospectivement, j'ai vécu exactement ça, puisque en 2021, juillet 2021, ça faisait déjà 2 ans que j'avais mal. Mmh. Le trajet de chez moi à mon club durait 7 ou 8 minutes, mais avec une bonne côte. J'y allais en boitant. Je m'entraînais quand même. Je continue à faire la lutte avec mon ami Yuri. OK. Et en juillet, je me fais une méga entorse à l'entraînement de lutte à droite. OK. Et ben pendant 3 semaines, j'ai plus du tout mal à gauche, alors que ça faisait OK. 2 ans que j'avais mal. Parce que OK. j'avais ma cheville droite. Alors il y en a, ils vont dire oui, peut-être parce que tu sentais pas, parce que la douleur était plus aiguë à droite. Non. Je boitais, j'arrivais pas à faire un trajet en Ouais. marchant de 7 minutes. Donc voilà, donc ça c'est la première chose qui m'a aidé. Super Vraiment. Enfin, il y intéressant. a eu d'abord le neurodynamique pour la sciatique, la réalisation sur le côté psychosomatique. Et là, je reviens
C'est marrant, donc j'étais formé par le système FRC, Functional Range Conditioning, OK. par Dr Spina en 2015, juste au moment des attentats de novembre. J'étais en Ah ouais. Belgique en week-end, le moment où ça s'est passé, donc c'était avec des Américains. Tout le monde était au courant le lendemain. Il y avait le samedi, je suis arrivé le dimanche, il y avait eu les attentats. Tout le monde J'étais le seul Français. À l'époque, il m'avait dit de toute façon, parce que j'avais déjà fait d'autres formations dans d'autres trucs, il me disait on n'a jamais eu de Français. C'était marrant. Il n'y avait pas de Clairement. Français. Et bref, et tout le monde était tellement désolé pour moi, genre comment ça va et tout. Mmh. Et en plus, après, il s'était enfui en Belgique. Donc, j'étais là, bon, j'espère que je vais rentrer sans Ouais, problème. bah, top. La frontière, ça va pas être trop compliqué. Mmh. Bref, du coup, j'avais suivi cette méthode qui était hyper intéressante. Je l'ai utilisée pendant un moment, mais c'est une méthode qui est pas agréable. C'est pas du stretching euh, C'est sans pas dire détente. bien-être, mais je veux dire, c'est pas le stretching feel good. Voilà. Ouais. C'est une méthode qui est efficace, mais t'as Tu pas envie d'y aller. t'as pas trop hâte de la faire, ta séance, tu vois. Je vois, OK. Et donc, j'ai fini par la mettre de côté, je pense, un peu à cause de ça. Ouais. Et récemment, là, il y a un petit jeune que j'aime bien et que j'aimerais bien. On s'est mis d'accord pour faire un podcast qui s'appelle Alexis Beck, OK. qui fait du bon boulot sur Instagram, qui est préparateur physique, un master, tout ça, et euh, qui lui est formé dans cette méthode aussi. Il fait plein de formations sur différentes zones du corps et tout ça. Et il utilise FRC, on va dire un peu comme référence, comme approche. Et donc j'ai pris plusieurs de ces formations et ça m'a replongé en fait dans ce système et ça m'aide vraiment bien. OK, Ça m'aide OK, OK. vraiment bien. Donc voilà, ça peut être une piste pour toi à explorer. Moi, je vais le partager aussi. Là, j'ai lancé il y a pas très longtemps une nouvelle plateforme qui s'appelle le Jedi Club où Yes. c'est plus des entraînements en temps réel et tout ça et beaucoup d'interactions avec les membres et je fais des sondages chaque semaine pour savoir ce qu'ils veulent que je tourne comme entraînement. Mmh. Et là, j'en ai plusieurs qui me demandent de la mobilité. OK. Donc, je vais leur partager et je vais attaquer donc un peu un programme de mobilité à suivre sur ça, quoi. Même si j'ai encore les douleurs, c'est pas parfait, mais je sais que c'est un système qui fonctionnait bien. Là, c'est un système qui fonctionne bien pour moi en ce moment, mais je pense qu'il me faut plusieurs mois parce qu'au final, même si les douleurs, il y a une partie qui était peut-être psychosomatique, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais il y a une partie qui Mmh. était psychosomatique. Mmh. Pendant 3 ans, j'ai pas pu utiliser mes jambes comme je voulais, donc j'ai perdu en amplitude, j'ai perdu en tonicité, j'ai perdu sur plein d'aspects. Donc c'est un travail, voilà, à refaire. Mmh. Voilà, donc ça va pas ça s'est défait en 3 ans, ça va pas se refaire en une semaine, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ah, bah, hyper intéressant, ton point de vue sur les blessures. J'ai noté le neurodynamique que je connaissais un petit peu, le Mais FRC voilà, et neurodynamique, il y a plein de vidéos, il y a plusieurs, même ouais, dans les vidéos françaises, il y a voilà. Major Mouvement, il en a parlé plusieurs fois. Il y a un autre kiné que j'avais été voir à Paris, je me rappelle plus, c'est un nom comme Lagno, Legno, je sais plus, OK, peut-être. Enfin, il faudrait que je retrouve, sinon, au pire, je t'enverrai le lien. carrément. Oui, en tout cas, si tu tapes ouais, Ouais, neurodynamique ça se trouve, sciatique, c'est clair. tu tombes dessus. Ouais. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ça soulage très vite pour les sciatiques. Mais si la sciatique est une conséquence d'un autre problème de fond, Mmh. ça va pas suffire, quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est hyper intéressant et puis le côté, purement psychologique de la douleur, Mmh. auquel je suis pas du tout fermé. J'avais déjà entendu, des podcasts sur le sujet, mais du coup, je vais, le docteur Sarno là, Ouais, je vais m'enseigner, puis FRC aussi, tu vois? Donc, ouais. super Bah, content tu d'avoir pourras posé te la question. renseigner, tu vois. Et c'est vrai que moi, je me suis amusé, entre guillemets, de temps en temps, que ce soit par email ou avec des gens avec qui j'interagis en direct, quand ils ont des douleurs comme ça, leur poser un peu la question, Ouais. OK, il se passait quoi dans ta vie à ce moment-là, machin, tout ça. Et Mmh. plusieurs fois, il y a un lien. Il y a Ah un vrai lien. mais moi, quand tu as parlé des tensions qui s'accumulaient et tout, ça m'a parlé, hein. Ouais, Y a pas de problème. bon, tu vois. Yes. Bon écoute, on va passer à une petite section que j'ai appelée, les piliers de la santé. J'ai décidé de Mhm. faire ça. OK. Alors tu me diras quand tu dois partir, hein, parce que je sais Ouais, que tu as un cours après. ouais, j'ai un entraînement après, mais j'ai encore un peu de temps. On Tu va me dire diras. une petite, allez, 20 minutes max. Allez, c'est parti. Je vais te donner ce qui, selon moi, sont les piliers de la santé
Et le jeu, c'est de me dire si t'en vois d'autres. Et ensuite, je te poserai des questions sur chacun d'entre eux. Ok. Alors pour moi, alors j'invente pas de trucs, hein, ça va pas Hmm. très loin, hein, mais pour moi, c'est la nutrition, le sommeil, la gestion du stress et des émotions et l'activité physique. Mhm. Alors, déjà, est-ce que t'en vois un autre qui te paraîtrait super important que j'aurais pas cité? Et ensuite, si tu devais, et cette question est compliquée à répondre, je sais, si tu devais en donner un qui est le plus important à tes yeux, lequel ça serait? Mhm. Ok. Donc, je répète, Alors, nutrition, sommeil, gestion stress, activité physique. ouais. Alors, un qui manquerait, auquel les gens ne pensent pas, mais j'ai entendu pas mal de choses sur le sujet et ça m'a l'air assez validé scientifiquement. C'est les interactions sociales. Ah, et c'est marrant que t'en parles parce que, et je mens pas, hein, tout à l'heure, j'étais en train de penser au podcast et j'étais en train de marcher, puis des fois, t'as des idées qui te viennent. Et Mhm. je me suis dit, interaction sociale, ça pourrait être un truc. Parce qu'il y a des études en plus qui montrent, tu sais, Mm. les centenaires et tout, que c'est C'est ça. vraiment une composante. J'ai entendu voilà, plusieurs podcasts où c'était abordé, où j'ai lu des trucs et tout. Et voilà. Il Yes. semblerait que les gens qui maintiennent voilà, des interactions sociales, tout ça, bah, vivent plus longtemps Yes. et mieux, quoi, et plus heureux et tout ça. Donc, c'est quelque chose d'un peu peut-être négligé, tu vois. Mais je l'ajouterais quand même dans les piliers, à mon avis. Ouais, C'est quelque grave. chose d'important. C'est clair. Après, sur ce que tu as dit, si je devais en choisir un, c'est une question très dure parce qu'effectivement, on sait que C'est multifactoriel. c'est multifactoriel et que souvent, s'il en manque un, bah, il peut quand même y avoir des problèmes. Mm. Mais alors, d'après toi, qu'est-ce que je vais répondre? Je sais pas ce que tu vas répondre, mais je peux te dire ce que moi je pense. Et on peut Ouais, partir de ça. vas-y. Actuellement, je pense que c'est le sommeil. Je vais te dire pourquoi. Je suis en train de lire un bouquin sur le sujet et c'est un peu mon sujet du moment. Après m'être intéressé à l'activité physique à fond, à la nutrition à fond, là je suis Mm, sur vraiment le sommeil. Et je pars du principe que si tu dors mal, tu as des mauvais choix alimentaires, mm, tu as des mauvaises pratiques d'activité physique, et du coup, c'est un petit peu, tu as tout qui dégringole. ouais. Voilà, c'est juste mon avis à l'instant T sur ce Eh sujet. ben, Mais on est toi, d'accord. on est C'est d'accord? ce que j'allais dire. Ok, J'allais dire le sommeil. Je ok. pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui auraient pensé la Et nutrition, voilà, l'activité physique, mais je suis ça, d'accord avec toi. En fait, le sommeil, c'est un peu la base, la pierre angulaire, quoi, du reste. grave. Et quand t'as pas le sommeil, enfin, comme j'ai eu là 2 enfants en 4 ans ou en 3 ans, quoi, j'ai T'as vu. expérimenté le manque de Ouais, ouais. sommeil. Et clairement, c'est beaucoup plus dur de faire les bons choix sur la nutrition. C'est beaucoup plus dur de s'entraîner correctement. Ouais. Cognitivement, c'est plus dur. Enfin voilà, tout est plus dur quand tu dors pas bien. Mm, Et on sait que ça a aussi un gros impact sur l'espérance de vie et tout, donc, grave. et sur l'incidence de plein de maladies. Ouais. Donc, ouais, il y en a pas mal qui disent. J'ai écouté, je crois pas plus tard que hier ou avant-hier, je sais plus sur quelle, une vidéo peut-être ou un podcast, Mhm. mais grosso modo, ah bah oui, il y a Major Mouvement là qui a sorti un truc sur la fatigue, je crois, Ok. un format long type podcast avec un Ah ouais. expert là-dessus sur le Ok. sommeil. Et ouais, les effets négatifs comme les effets positifs d'un meilleur sommeil, c'est plus puissant que n'importe quelle drogue. C'est Enfin, c'est ça. assez hallucinant. C'est une sorte de super pouvoir si on veut partir dans Mm. ce genre de. Et je suis en train Donc, de lire un bouquin, je sais pas si tu l'as lu, qui s'appelle Pourquoi nous dormons, et je suis en train de chercher Mathieu, le. c'est pas Matthew Walker, non? Oui, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Qui est hyper intéressant et qui montre effectivement vraiment l'importance capitale d'un bon sommeil, quoi. Et lui, il est contre la mélatonine en plus, de mémoire. Oui, Ouais. alors qu'on entend souvent. Et que dans presque tous les trucs pour le sommeil et tout, ils foutent de la mélatonine, ouais. Exactement, Mm. exactement. Ok, super intéressant. Si, pour chaque pilier, pour chaque pilier qu'on a dit, qu'est-ce que tu fais personnellement au quotidien Mhm. pour essayer de prendre soin de toi, tout simplement, de ton bien-être? Ouais. La nutrition, bah là, ouais,
on va dire, avec les enfants, le Covid et tout, j'ai eu une mauvaise période où j'ai un peu lâché toutes mes bonnes habitudes. Mmh. Moi, j'ai une appétence pour les mauvaises choses, les bonnes choses, mais mauvaises pour ton corps Ouais. de base. Donc, c'est un peu, voilà, si je fais pas attention, je vais revenir sur mon mode de base qui peut fonctionner quand tu es jeune et que ton métabolisme tourne à plein régime, mais en Oui. vieillissant et si tu dors pas bien en plus, c'est plus dur. Donc j'avais pris pas mal de poids. Donc j'ai franchement, ouais, comme on disait, le manque de sommeil, ça m'a Bah, entamé oui. aussi ma volonté, ma discipline. Donc j'ai essayé plusieurs fois tout seul de refaire et j'arrivais pas dans la durée. Donc j'ai pris un coach. Voilà, OK. qui est sur Instagram aussi, coach à distance, coach Punisher, OK. qui est très bien. OK. Qui te fait faire en plus plein d'examens sanguins, machin et tout, pour aller Ah! checker tes hormones Ouais. et compagnie. Donc, OK. c'est pas du tout un programme pour tout le monde, tu vois. C'est Oui, vraiment pas de personnalisé l'optimisation et tout. à tes habitudes et tout ça. Donc, et surtout, c'est quelqu'un à qui tu rends des comptes. Donc, ça, je pense, que c'est quand même la clé aussi. Ouais. Ceux qui n'auraient pas les moyens de se prendre un coach, il faudrait au moins qu'il se trouve un pote, quelqu'un à qui chaque semaine, boum, le lundi, t'envoies ton poids, est-ce que tu as perdu, est-ce que tu n'as pas perdu. Ouais. Après, aujourd'hui, comme j'ai dit, hein, l'information, on trouve beaucoup d'infos. Alors, il y a de tout et de rien. Donc, c'est vrai que la nutrition, je dis souvent, c'est devenu plus compliqué d'en parler que de la religion. Ouais, Mais c'est clair. parce qu'il y a des camps de tous les Ouais, ouais, côtés c'est n'importe et quoi. chacun prêche pour sa paroisse et les autres, c'est les ennemis. Et quand ils sont pas et s'ils sont pas avec toi, ils sont contre toi. C'est ça. Donc, voilà, là, j'essaye enfin, j'essaye pas, je fais attention à ma nutrition. Mmh. C'est OK. pas bien 100% du temps, mais j'ai pris quelqu'un, donc ouais, c'est ça l'action que OK, top. j'ai entreprise pour y arriver. Et Top. pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je crois que j'ai perdu quasiment 5 kilos. Ah ouais. Je vais essayer d'en reperdre encore 4, et puis comme ça, je serai content. OK, top. Donc voilà, la nutrition, c'est ça. Je rentre pas Oui, voilà, oui, oui. volontairement dans ce que je fais exactement parce que ça conviendra pas à tout le monde. Bien sûr. Il y aura des gens qui vont être contre, des gens qui vont être pour. Donc chacun, voilà, chacun fait Alors, ce qu'il veut du moment que tu arrives à avoir un bon résultat, c'est tout ce qui compte en fait. exactement, Et que le exactement. résultat, c'est une bonne santé, on va dire. C'est ça. Parce que bon, il y a l'apparence physique, mais il y a le niveau d'énergie, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc faut regarder un peu autre chose que juste tes abdos pour savoir si ta nutrition est bonne ou pas, quoi. Ça, c'est dit. Mais voilà, ça, c'est un sujet vaste Oui, sur lequel on pourrait s'étaler longtemps. oui. Après, le sommeil, bah ça, je fais un peu comme je peux, mais grosso modo, on essaie de se coucher beaucoup plus tôt que quand on n'avait pas d'enfant pour Mmh. pouvoir dormir plus. Yes. Moi, j'étais quelqu'un qui me couchait très tard pendant très longtemps et j'avais du mal à m'endormir. Mmh. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'écouter des podcasts en me couchant. J'ai OK. acheté un truc qui te fait une tête un peu de con, mais c'est pas grave, un casque bandeau. Je Oui. vois, je vois. Donc, tu vois, un peu comme un bandeau de tennis, mais plus large avec des écouteurs dedans. Comme ça, tu peux t'allonger dessus si tu veux. Ah, pas mal. Et OK, ouais. ouais, ça, c'est top. Parce que oui, Ma- ça fait mal, Du coup, ma femme s'y est mise aussi. OK. Et moi, je me mets un podcast parce que ça me permet de déconnecter. Ouais, Si j'écoute pas un truc, j'ai mon cerveau qui voilà, rumine. qui tourne. Mmh. Je rumine pas trop, c'est-à-dire que j'ai pas une tendance à avoir des pensées négatives et tout. Ouais. J'ai plutôt tendance à avoir trop d'idées, de trucs, Oui, c'est ça que je voulais où dire, j'ai envie de me ouais, relever, je veux regarder ça. Attends, j'ai une idée de ça et tout. oui, Donc, il faut que j'arrive ouais. à mettre en off mon cerveau Mmh. pour réussir à m'endormir. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui a été vraiment game changer pour moi. OK, cool. Depuis que j'ai commencé à faire ça, je m'endors hyper vite. OK, On va dire 90% du temps, je m'endors super vite. cool. Et puis voilà, après, tu sais, tu as les trucs de base, le sommeil, oui, dans l'obscurité, un bon matelas, un bon oreiller, la bonne température, voilà, c'est éviter trop d'écran. Voilà, alors j'ai pas des lunettes orange là, mais j'ai des Oui. lunettes anti-reflet quand même, lumière bleue, tout ça. Mmh. Donc ça, ça aide aussi. Quoi d'autre? Donc nutrition, sommeil, Gestion, entraînement. stress ou Ouais, entraînement, ouais. entraînement.
Ça, c'est pas toujours comme je voudrais parce que bah, j'ai les tournages de mes vidéos. J'arrive à faire à prendre 2 cours particuliers par semaine, un en Ouais. lutte, un en lutte à livrer. Donc Ok. voilà. À côté de ça, j'essaye de me faire 2 séances d'anneaux par semaine, Ah, anneaux de gymnastique. bien ça. Puis bah, après, c'est souvent dans mes tournages pour le Jedi Club notamment, mais Ouais. où je vais faire du sac, du shadow, des choses comme ça. Voilà. Et pas mal du coup, mon travail, mon programme FRC, là, Mm. que des fois je fais le soir devant la télé si j'ai pas réussi à placer dans la journée. Ok. Gestion du stress, je fais pas grand chose pour la gestion du stress, Mm. si ce n'est avoir la vie qui me plaît, quoi. Ça C'est aide déjà déjà pas pas mal. mal à être pas trop C'est déjà pas stressé. mal. Mais je me suis acheté des formations que j'ai pas eu le temps de regarder. C'est vraiment la respiration, c'est quelque chose C'est clair. qui m'intéresse beaucoup. Et le travail, du coup, avoir une pratique respiratoire, Mm. c'est quelque chose qui peut aider énormément aussi sur l'aspect stress et tout ça. Mm. Même si je me sens pas énormément stressé, mais tu as toujours un peu de stress avec les enfants, avec voilà, Ouais, différentes choses. Donc tu peux toujours faire mieux, je pense, sur le stress. carrément. Donc voilà, ça sera un aspect à ajouter, je pense. Ok, top. Bah, super intéressant. Est-ce qu'il faut que je te laisse maintenant, Greg, ou est-ce que tu as un petit peu de temps encore? Encore un Dis-moi. petit peu, allez. Un petit peu. Je vais te poser des questions de fin Ouais, pour apprendre un petit peu plus à te connaître, tout simplement. C'est yes, des questions plus ou moins farfelues, tu verras. ok. Et l'idée, c'est que tu répondes spontanément et assez succinctement. Enfin, si tu as envie de développer, vas-y, mais c'est Ouais. comme tu le sens. Alors, la première, elle est simple. Qu'est-ce qui te met en joie au quotidien? Que ce soit des activités ou des choses ou des Mhm. gens ou je sais pas. Qu'est-ce qui te met en joie de façon générale? Ce qui me met en joie de façon générale, c'est une bonne question, ça. Hé, hé. Euh, bah, certains moments avec mes enfants, tu peux pas dire que tous les moments avec tes enfants sont des moments de joie, parce qu'il y a des moments où c'est pas toujours rigolo, hein, ça faut le dire, mais Yes. il y a des super moments aussi, voilà, qui sont vraiment kiffants. Yes. Les moments où je donne des cours aussi, je continue, c'est une interaction que j'aime énormément, donc quand je vais donner un cours particulier ou donner un stage, voilà, ça me met particulièrement souvent de bonne humeur. Hmm. Euh, Réussir à avancer dans mes projets, voilà, avoir cette sensation de faire quelque chose, d'accomplir des choses, voilà, Ouais. que je me suis fixé. Hmm. M'entraîner, la plupart du temps, ça me fait du bien, tu vois. Hmm. Avec ma femme, on a pu reprendre depuis septembre un peu les entraînements ensemble, parce qu'il y avait les 2 grossesses consécutives et tout ça. Trop bien. Donc, ça, c'est des super moments aussi. Et puis, bah, j'aime bien m'entraîner seul aussi. Moi, je suis pas un solitaire, mais j'adore être avec du monde, mais j'adore aussi avoir mes moments seuls. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui me disent parfois qu'ils n'arrivent pas à s'entraîner seuls, Hmm. même que ce soit des élèves ou que ce soit des amis coachs et tout ça. Hmm. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours réussi à faire et que j'ai toujours apprécié. Alors après, je suis fils unique, donc peut-être que ça participe à faciliter ça. Mais voilà, j'aime aussi avoir les moments où je m'entraîne juste pour moi. Je suis Hmm. tranquille, je fais les choses à mon rythme, comme j'ai envie. J'essaie toujours de structurer mes entraînements, mais si j'ai envie de faire 30 minutes de sac sans pause, sans thème, bah, je me fais 30 minutes de sac. Yes. Voilà. Ok, trop bien. Euh, Et regarder des bonnes séries et des bons films aussi avec ma femme le soir. oui, Ça j'en me ai fait bien. noté quelques-unes. Ouais, Yellowstone et Seal Team. ouais. Il y Je a regarderai ça. Tulsa King aussi avec Stallone, là, qui est une nouvelle série qui est très bien. Comment tu dis? C'est Tulsa, c'est Ok. Tulsa King. Allez, Avec j'en aurai deux, Stallone. trois. Stallone, c'est Bah la oui, légende, quoi. c'est Ouais. Stallone, quoi. Ouais. Ah non, il est bon, il est bon. Ah bah oui, de fou. Est-ce que tu aurais une croyance un peu irrationnelle du genre, je te donne des exemples si ça te parle pas, du genre, je sais pas, tu crois à la réincarnation ou tu crois qu'il n'y a pas de hasard, les choses sont déjà écrites, ou tu crois aux fantômes, aux fées, ou tout ce genre de trucs. Est-ce que t'as une ou des croyances de ce genre ou pas du tout? Mmh,
Pas trop. Je suis pas trop comme ça, justement, à la base. Alors, il y avait l'histoire, j'avais fait ma vidéo, là, je quitte tout sur YouTube, Oui. qui expliquait un peu les raisons de mon déménagement. Et dans les raisons de mon déménagement, il y avait ce fameux épisode où j'étais en train d'imaginer ce que pourrait être ma vie si je quittais Paris, je laissais mon club, j'arrêtais les cours et tout, et que j'allais vivre à Bordeaux. Euh, et j'avais rêvé que j'avais mon assistant à l'époque, Anthony, qui était dans mon club, et que je lui disais, c'était le moment où je partais, et je prenais mon trophée YouTube là que j'avais, parce que je disais c'est pas le trophée du club, c'est le mien, donc je l'emmène avec moi, quoi. Et le lendemain matin, quand je vais à mon club, le trophée était tombé par terre, alors que ça faisait 2 ans qu'il était accroché. Et donc ça avait fait un peu une sorte de connexion, ce que les gens ils aiment bien appeler la synchronicité. Je suis pas Mm. sûr d'y croire, mais en tout cas ça a eu un impact. Euh, Ma femme, ça l'a fait beaucoup rire que ça ait participé à ce choix de changement de vie, mais ça m'a vraiment conforté dans cette décision qui était en train de mûrir dans ma tête. Donc c'est voilà, on va dire au rayon des histoires farfelues. Voilà, ça c'en est une. Par contre, c'est pas devenu genre une sorte d'habitude. Je suis pas à la Ouais. recherche des signes pour prendre les décisions dans ma vie. Je suis plutôt quelqu'un d'assez rationnel, quoi. Mm. Mais c'est intéressant malgré tout que tu aies pris en compte ce truc-là. Bah, garder, c'est mon mantra, hein, garder l'esprit ouvert. Donc Yes. voilà, je me ferme pas totalement, même si je suis pas très enclin à ce genre de choses habituellement. Là, en tout cas, ça a eu un impact sur moi, quoi. Ok, top. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, tu choisirais lequel? Ah là là, j'ai envie de te dire que mon premier truc, c'est que j'adore Superman, donc il y a ce truc classique de voler. Ah. Mais j'adorais aussi Highlander, Ah oui. donc particulièrement la série plus que les films. Les gens Ouais. vont se dire, mais il passe son temps à regarder la télé. Donc, sauf que être immortel, c'est peut-être pas très marrant au bout d'un moment. Ouais, je pense aussi. Parce que tu le vois quand même dans la série qu'il est pas mal torturé parce que bah, tous les gens que tu aimes, ils finissent tous par mourir et toi tu Mm. restes. Mm. Donc, ouais, je vais dire voler parce que ça pourrait être quand même cool de Cool. voler, quoi. T'as déjà fait des rêves lucides ou pas? Ça m'est arrivé, ouais. Parce que pendant un moment, je pratique plus du tout, j'en fais plus du tout, mais je le pratiquais vraiment le truc. Et du coup, tu peux voler dans tes rêves et c'est un truc de ouf. Alors moi, Bah, c'est c'est juste pas un truc impossible. que j'ai fait volontairement, mais ça m'est arrivé très peu parce que déjà de base, je me rappelle quasiment jamais de mes rêves. D'ailleurs, j'en parlais dans cette vidéo de Je quitte tout, c'est que je m'étais rappelé de mon rêve Ouais. alors que je ne m'en rappelle jamais quasiment. Ah, donc Et en vraiment, plus, il y avait eu du coup le truc qui était tombé, tout ça, quoi. décidément. Ok. Donc, mais ouais, non, c'est un truc peut-être à explorer. Après, ça peut venir un peu perturber peut-être ton sommeil. Alors, bon, c'était pas le sujet, mais je vais faire juste une parenthèse. Du coup, j'ai pratiqué pendant un an et je Ouais, pensais aussi que tu te réveillerais plus crevé que d'habitude. Et en fait, c'était tout l'inverse. Tu te réveilles, tu te sens, t'as trop la patate, quoi. ok. Et je saurais pas te dire pourquoi, en fait. Hein. J'ai pas d'explication. Bah, écoute, je regarderai un petit peu les méthodes Ouais. Bon, lucides. c'est farfelu, hein, je te Ouais. préviens. Mais... Enfin, non, il y en a qui sont très terre à terre, mais il y en a qui sont vraiment n'importe nawak. Bon, bref. Euh, Qu'est-ce qui peut t'exaspérer chez les gens? Un trait de personnalité ou un comportement? Bah ouais, l'absence d'ouverture d'esprit, quoi. Les gens obtus, qui voient pas plus loin que le bout de leur nez, et qu'est-ce qu'il y en a, quoi. Mm. D'une manière générale, ça, et c'est souvent lié, c'est la bêtise, quoi. En fait, là, le bon exemple, comme j'ai mon compte Instagram qui augmente pas mal, bah Mm. forcément, tu as plus de commentaires qu'avant, et donc tu as forcément dans le lot pas mal d'abrutis Ouais. qui aiment bien venir commenter tout ça, et des trucs, mais des fois, des gens tellement bêtes, quoi, la spécialité, comme je fais beaucoup maintenant de format court là, de boxe anglaise, Mm. c'est
Pardon, C'est le éternuement. soleil. C'est genre, ouais, moi je te mets un coup de genou, ouais, moi je te mets un front kick, moi mec, dans la rue, je te fais. Mais je suis pas dans la rue, je te montre un enchaînement de boxe anglaise, il n'y a pas de coup de pied. Euh, et puis en fait, c'est quoi ton N'importe quoi. délire? Pourquoi tu veux me casser la gueule? Je t'ai rien fait, tu vois. C'est n'importe Donc quoi. voilà, j'en ai plein des comme ça, mais c'est souvent ça ou des gens qui sont hyper fermés. Dès que tu montres un truc qu'ils n'ont pas vu eux, dont ils n'ont pas connaissance, bah c'est faux, c'est pas bon, c'est n'importe quoi. Et puis bah après, en dehors des arts martiaux et sports de combat, tu as des gens, tu sais, qui ont des idées arrêtées sur tout et tout ça, donc qui sont pas du tout ouverts. Et je trouve ça particulièrement désagréable de discuter avec ces gens-là, quoi. On est bien d'accord. Il me reste 3 petites questions si c'est OK pour toi. Ouais, allez. Si tu pouvais remonter dans le temps, quelle époque tu choisirais et pourquoi? Hmm. Je sais pas, hein, parce que Tu peux je dire que pense t'as pas que envie de remonter dans le temps, hein. ouais, parce que j'allais te dire, je pense qu'on vit la meilleure époque, même si les gens ils aiment bien Ah. être tout le temps défaitistes et dire ah là là, regarde comment le monde va mal et tout. Mais je trouve qu'en général, quand tu regardes bien, c'était moins bien avant. Même si les gens vont te dire c'était tellement mieux avant. Alors il y a des trucs que tu pouvais trouver mieux avant, la musique, certains trucs et tout. Mmh. Mais globalement, je pense que la vie est plus facile qu'avant. Mmh. Je sais pas, si je pouvais remonter dans le temps, je remonterais pas beaucoup, pas de beaucoup en tout cas. J'aime bien les années 80, donc peut-être que j'irai un peu dans les années 80, mais je voudrais pas y rester en tout cas. Je suis très bien dans mon époque. Super, super cool. Est-ce que tu as une bucket list et c'est quoi le truc qui te vient en tête dedans? Le premier truc qui te viendrait? J'ai pas de bucket list. Alors sinon, est-ce que tu as un projet à venir qui t'excite ou un truc comme ça? Ou finalement, pas Hum, tant que ça? non, là, mon Jedi Club, là, ce que je viens de lancer, ça me, voilà, ça me chauffe bien. Carrément. J'ai rien de folichon, quoi. Ah bah, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, non, non, voilà, C'est bien cool. je m'épanouis, je fais ce que j'aime, donc mon travail, c'est Bah ma voilà. passion, et donc j'ai pas mal d'envies qui sont liées, voilà, à ça. Non, allez, ce qu'on pourrait mettre, c'est pouvoir faire des gros voyages. Mmh. On adorait Bali avec ma femme et tout. On a mis ça de côté un peu avec les enfants. Mmh. Mais ouais, alors ma femme, elle aimerait bien qu'on fasse un gros voyage avec les filles, avec les enfants. Moi, j'aimerais bien qu'on refasse un voyage déjà tous les deux, Je sans comprends, les enfants. je comprends. Mais j'aimerais bien faire avec les enfants aussi. Mais voilà, Oui. de se faire un kiff. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire quand on est avec les enfants. Nous, on allait se faire masser tous les jours quand on était Ah soit à ouais, Bali, soit en Thaïlande, tout ça. ouais, Quand tu es avec les enfants, tu peux pas faire ça. oui. Donc, même si j'ai envie de leur faire découvrir voilà, d'autres pays, d'autres civilisations et tout ça, j'ai quand même mon petit côté égoïste qui dit j'ai aussi envie de refaire juste un truc pour moi et pour ma femme, un kiff en couple, quoi. Et il y a pas de mal à ça, je pense. Ouais, Dernière question, je te libère allez. après. En quoi le Greg d'aujourd'hui est différent du Greg d'il y a, allez, on va dire 10 ans, mais du Greg d'hier, on va dire? Euh, je pense que ouais, au niveau de la maturation, de ma réflexion et tout ça, j'ai quand même bien évolué. Voilà ce qu'on abordait sur la manière d'essayer de pas réagir aux provocations et tout. Il y a 10 ans en arrière, c'était sans doute mieux qu'il y a 20 ans en arrière, mais c'était peut-être quand même encore moins bien. Sur l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose que je prêche beaucoup, mais ça ne veut pas dire que moi j'arrive à être ouvert d'esprit tout le temps et sur tout. Donc je pense que j'ai réussi à progresser là-dessus, même si il y a des choses sur lesquelles je suis pas encore très ouvert, parce qu'on a tous des sujets où ça me plaît pas. Ouais. Et donc voilà, je pense que j'ai gagné surtout voilà mentalement en fait. Hmm. Ok. Eh ben, ma foi, c'est top. Je te remercie encore d'être venu, Greg, et d'avoir donné de Avec ton temps, plaisir. surtout que bah, tu as un cours après. Donc, je vais te libérer. Merci beaucoup. On te retrouve sur Instagram, t'es partout, hein. Est-ce qu'on le dit ou est-ce que c'est nécessaire? Je pense que ouais, enfin je suis TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Voilà. mon site gregot.com, voilà, et le Jedi Club maintenant.
Voilà, puis vous trouverez toutes les infos dans les notes du podcast, comme d'hab. Merci. Greg, merci beaucoup et bonne continuation à toi. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Si vous avez bien aimé ce podcast et que vous voulez le soutenir, c'est hyper simple. Une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et puis aussi, le partager en fait à un ami ou une connaissance. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Ciao!